Et ce matin, sur Sud Radio, nous recevons Marion Maréchal, députée européenne. Bonjour. Marion Maréchal, merci d'être avec nous. Merci à vous. Bruno Retailleau, élu président des Républicains, largement, plus de 74% des voix, 120 000 adhérents. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est le candidat de droite le plus sérieux à la présidentielle ? Écoutez, moi j'ai plutôt à plusieurs reprises d'ailleurs fait savoir que j'avais beaucoup de points communs avec Bruno Retailleau sur le plan de la ligne, ça va pas vous surprendre. Non. Et je vois d'ailleurs, j'ai vu dans cette élection des choses positives, puisque j'ai vu comme vous l'avez relevé, une évolution de ligne plutôt positive, selon moi, puisqu'on ne peut pas toujours dire que cette position a été celle tenue par les LR jusqu'ici sur différents sujets, sur l'Europe, sur le protectionnisme, sur l'immigration, et que n'est pas une chance pour la France, même sur les racines chrétiennes de l'Europe, qu'ils ont défendues tous les deux dans la Constitution. Souvenez-vous, à l'époque, Chirac, qui est pourtant le modèle de Laurent Wauquiez, s'y était opposé. L'autre chose positive que je vois, c'est qu'ils ont enfin pris conscience que le cordon sanitaire n'avait plus de sens, et d'ailleurs n'a jamais eu de sens, à l'égard du camp national. Eux-mêmes s'accordent pour dire aujourd'hui le cordon sanitaire il doit être appliqué face à la France insoumise, face à l'extrême gauche qui n'est plus un parti républicain, et donc on va dire que leur prévention à l'égard notamment du camp national et du Rassemblement national en particulier tient, même si ça me semble être un prétexte, à la divergence économique. Et dernière chose, j'en finis par là, très intéressante, allez-y. Bruno Retailleau prend exemple sur Giorgia Meloni. Donc Giorgia Meloni, vous savez, qui est aujourd'hui dont le parti est notre allié au niveau européen. Eh bien, Giorgia Meloni, qu'il aille au bout de ce modèle. Giorgia Meloni, elle a fait une grande alliance aujourd'hui dans son pays qui va du centre droit jusqu'à la droite nationale. Et donc j'espère que, à travers ce modèle de réussite et de succès sur les questions migratoires et économiques, il en tiendra aussi des leçons sur la dimension de cette alliance nécessaire. Vous appelez à travailler avec Bruno Retailleau. Vous pourriez vous-même travailler avec Bruno Retailleau si vous le proposez. Mais moi, j'ai toujours été de celle, depuis que je fais de la politique, qui plaide, ça ne vous surprend pas, pour l'alliance des droites. Donc j'ai toujours considéré qu'il y avait des gens aux Républicains qui devaient être à nos côtés. J'ai toujours dit, même quand Bruno Retailleau a fait le choix d'entrer dans ce gouvernement, de dire que j'y voyais une forme d'échec pour le camp national, parce que je considérais qu'il aurait mieux valu qu'il soit évidemment dans un gouvernement du camp national plutôt que là. Maintenant. Donc il a raison de rester au gouvernement, Bruno Retailleau ? Écoutez, moi je préfère avoir un Bruno Retailleau à l'intérieur qu'un éventuel socialiste, ce qui aurait pu être éventuellement. Voilà. Maintenant, qu'on remette quand même les choses en perspective. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Bruno Retailleau, il est à 7% dans les sondages présidentiels. Le Rassemblement national, quel que soit d'ailleurs le candidat. Tout dépend les sondages. Sondage d'opinion, sondage. 7-8%. Ok. Ce qui est quand même incontestable, c'est que le Rassemblement national, quel que soit d'ailleurs le candidat, est au-dessus de 30%. Oui, mais vous savez ce que dit Bruno Retailleau du Rassemblement national ? Il n'est pas apte à gouverner. C'est lui qui le dit. Donc à un moment donné, pardonnez-moi, à la limite que je vois quand même dans la position de Bruno Retailleau, au-delà du fond des idées, c'est quand même de vouloir faire sans ou contre le parti aujourd'hui à 30%, comme s'il voulait ne pas voir l'éléphant au milieu de la pièce. Et ça m'apparaît être une impasse politique majeure, sauf, et c'est là où il faudra être attentif, sauf à ce qu'il ait en tête une éventuelle alliance avec Édouard Philippe et les centristes. Et alors dans ce cas-là, il me semble que ce serait pas très cohérent avec tout ce qu'il a défendu jusque-là. Édouard Philippe, Bruno Retailleau, vous dites non ? Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, indéniablement, si il allait vers une alliance avec le bloc macroniste ou néo-macroniste, ce serait forcément pour renoncer à une partie de ce qu'il défend. Donc, ce serait pas très cohérent. Donc, il doit choisir. Vous dites ce matin, Bruno Retailleau doit choisir entre Édouard Philippe et le Rassemblement national. Il n'y a pas d'issue. À un moment donné, quand vous êtes un candidat accrédité, alors vous lui dites ce matin, choisissez. De fait, à un moment donné, vous avez un parti du camp national à 30%, vous avez un bloc centriste autour de 20-25% selon, vous n'allez pas pouvoir associer les deux. Donc il va falloir choisir. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que dans le parti Horizon, il n'y a pas des gens avec lesquels potentiellement il pourrait être aussi, il pourrait y avoir des associations. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas faire sans aujourd'hui le camp national, sauf à faire ce qu'a fait jusqu'ici le centre droit depuis toujours, c'est-à-dire choisir les alliances avec le centre gauche. Oui, mais j'entends ce que dit Bruno Retailleau et d'autres proches de lui. Le RN est un parti de gauche. Je l'entends, cela. Vous l'entendez dans la bouche, d'Éric Zemmour aussi, qui n'arrête pas de le dire, ou de Sarah Knafo. Je suis très à l'aise avec ça, je ne suis pas aujourd'hui au Rassemblement National. Je suis à la tête d'un mouvement. Vous êtes proche, vous avez envie d'y revenir. Je suis à la tête d'un mouvement qui s'appelle Identité Liberté, qui est allié au Rassemblement National. Non mais d'accord, mais excusez-moi. Votre allié de gauche, alors. Et donc c'est très simple, je ne vais pas tourner autour du pot. Si je ne suis pas aujourd'hui au Rassemblement National, c'est parce qu'il y a des choses qui me distinguent du Rassemblement National, notamment sur les questions économiques.
Maintenant, pardonnez-moi de vous dire, mais que le principe même d'une coalition, c'est de mettre autour de la table des gens qui ne sont pas d'accord sur tout, mais qui sont d'accord sur l'essentiel. Il me semble que l'essentiel pour la retraite, droite... c'est l'essentiel ou pas? Excusez-moi, mais il me semble que sur la question essentielle qui réunit la droite, et d'ailleurs Bruno Retailleau ne semble pas dire autre chose, pour moi, et pour lui, de ce que je l'entends, c'est la question de l'immigration, la question culturelle, la question de la sécurité. Donc si nous sommes déjà pour l'essentiel d'accord là-dessus, c'est ce qui devrait être, on va dire, le facteur cardinal de réunion Mais la et de retraite, rassemblement. la politique économique, la politique salariale, vous êtes en désaccord avec le Rassemblement national. Mais je veux dire, à partir du moment où on fait une alliance, on trouve... C'est le quotidien de chacun. On trouve un chemin pour avoir un programme commun, pour que, évidemment, chacun puisse... Voilà. Moi, quand je suis aujourd'hui dans cette coalition aux côtés du Rassemblement national, ça n'est pas pour sacrifier ce en quoi je crois. C'est pour que la ligne que je porte, qui est en effet une ligne dont certains diraient plus libérale et plus conservatrice, existe au sein de la coalition, pèse et des élus fassent des propositions. Donc je veux dire, pour moi, ça, c'est un prétexte. Objectivement, on peut... Et puis en plus, il y a beaucoup de caricatures aussi, disons-le, derrière ça. Donc non, moi je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Je veux dire, objectivement, jusqu'ici, la droite, une fois de plus, a préféré les alliances avec le centre-gauche. Il est temps de sortir de cette ère-là. Vous savez, nous, au niveau Parlement européen, c'est très intéressant. Je suis dans un groupe qui est le groupe ECR, donc dans lequel sont les Italiens de Giorgia Meloni. Le Rassemblement national est dans un autre groupe qui s'appelle en effet Patriot for Europe. Et les Républicains, avec François-Xavier Bellamy, sont encore dans un autre groupe qui est celui du centre-droit et du PPE. Eh bien, figurez-vous qu'au Parlement européen, nous arrivons à travailler ensemble pour les défendre les intérêts français. Nous avons des amendements que nous votons ensemble, des initiatives que nous votons ensemble. Nous nous coordonnons pour construire des majorités face à la gauche. Si ça fonctionne au Parlement européen, objectivement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas au niveau national. Bien. Est-ce que vous serez candidate aux élections municipales ? Non, je ne serai pas candidate aux élections municipales. Ni à Paris, ni à Lyon. Non, je sais qu'il Pardon, je vous coupe Marion Maréchal parce que je reviens de Nîmes et à Nîmes on murmure Marion Maréchal va être candidate à la mairie de Nîmes. Vous dites non. Vous ne serez pas candidate aux municipales. Il y a eu beaucoup de rumeurs en effet là-dessus. En revanche, j'irai soutenir partout où nécessaire nos candidats et en particulier nos candidats qui seront sur des listes de rassemblement avec le Rassemblement national, notre mouvement Identité Liberté et l'UDR d'Éric Ciotti. Donc c'est clair, ni à Paris, ni à Lyon, ni à Nîmes. Non, je mets fin aux rumeurs. Bon, d'accord. Bon, au moins c'est clair ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Aujourd'hui, coup de fil important entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Vous imaginez ce coup de fil? J'imagine. Poutine refuse tout cessez-le-feu. Donald Trump semble s'impatienter. Est-ce qu'il faut menacer la Russie de nouvelles sanctions? J'ai envie de vous dire en fait que dans le rapport de force, on a envie de pouvoir mettre encore une pression supplémentaire. Le problème factuel des sanctions, c'est que ça ne marche pas, ou véritablement à la marge. Je veux dire, on a eu des paquets de sanctions qui ont été votés de plus en plus durs. Et la conséquence de cela, c'est que l'économie russe, manifestement, n'a pas été mise par terre, comme nous l'avait annoncé Bruno Le Maire, et que ça ne l'a pas fait céder. En revanche, ce qui est quand même intéressant malgré tout, c'est que les lignes semblent un peu bouger, quoi qu'on en pense. En Turquie, il y a quand même eu une première initiative dans laquelle des représentants, en effet, de la Russie ont été face à des représentants ukrainiens. Les États-Unis eux-mêmes restent à la manœuvre. Bon, donc moi je me félicite quand même qu'il y ait un pas, même timide, vers premier pourparler, qui est une étape indispensable. Parce que c'est vrai que je crois que ce qu'il faut admettre aujourd'hui, même si c'est difficile à entendre, c'est que les Européens doivent peut-être renoncer à la perspective de la victoire pour lui préférer la perspective de la paix. Parce que tout indique, parmi les spécialistes, qu'il est quand même compliqué, si ce n'est impossible, d'imaginer une victoire de l'Ukraine à l'heure où nous parlons. Pour Vladimir Poutine, la paix passe par une reddition de l'Ukraine. C'est sûr que lui voudra obtenir un maximum puisqu'il est en position de force à l'heure où nous parlons, et plus le temps passe évidemment, plus il est en position de force sur le plan militaire. Donc le but évidemment étant de ne pas trop traîner justement précisément pour négocier, parce que plus nous risquons un effondrement militaire de l'Ukraine et plus la capacité de l'Ukraine à dégrossir sera évidemment très compliquée. L'Ukraine qui est martyrisée, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le pape, enfin même si on peut le penser, c'est le pape Léon XIV qui le dit. De toute façon, la guerre russo-ukrainienne... Martyrisé, vous reprendriez ces mots. Oui, la guerre russo-ukrainienne, pardonnez-moi, est une boucherie.
c'est une boucherie, il y a des centaines de milliers de morts. C'est la guerre des tranchées de 14-18 avec des drones. Mais l'Ukraine est martyrisée ? C'est monstrueux. Bien sûr que l'Ukraine est martyrisée, puisque ses frontières ont été violées, son peuple, évidemment, est attaqué, et c'est toute une jeunesse qui est en train d'être littéralement fauchée. Et voilà. Et maintenant, le pape, évidemment, est dans son rôle, comme tous les papes avant lui, dans cet appel à la paix et au fait de faire taire les armes. C'est légitime. À propos du pape Léon XIV, Marion Maréchal, que dit-il aussi, qu'a-t-il dit hier ? L'économie exploite les ressources de la terre et marginalise les plus pauvres. Nous voyons encore trop de discordes, trop de blessures causées par la haine, la violence, les préjugés, la peur de l'autre. Vous partagez ces paroles. Le pape, évidemment, est dans son rôle lorsqu'il appelle à la justice, lorsqu'il appelle à la solidarité à l'égard des plus pauvres, c'est tout à fait naturel. Lorsqu'il appelle au fait, c'est tout à fait cohérent avec la doctrine sociale de l'Église, au respect de la nature, c'est de la responsabilité de l'homme d'être justement le garant de la préservation de cette nature. Quand je vois son premier discours devant les fameux diplomates autour de sujet de la paix, de la justice, de la vérité, voilà, il s'inscrit dans l'homme exploite les ressources de la terre, Marion Maréchal. Non mais mécaniquement, à partir du moment où on se chauffe, on se loge et on se nourrit, on exploite. Le tout est de savoir comment précisément on fait en sorte de trouver un équilibre entre cette exploitation nécessaire à notre survie, la chaîne alimentaire d'une forme d'exploitation. C'est pas moi qui le dis. Voilà. C'est un homme que vous admirez. Mais précisément, comment on trouve un équilibre, c'est tout le sujet d'ailleurs de notre position sur les questions énergétiques, puisque vous parlez de ça, entre l'exploitation nécessaire à la survie de l'espèce humaine et au maintien évidemment de sa prospérité et de son niveau de vie, sans appauvrissement, sans décroissance qui conduit à la pauvreté bien sûr, et en même temps bien sûr, maximum de respect de nos paysages, de la biodiversité. Voilà. Et moi ce que je critique dans la manière, on va dire aujourd'hui, d'appréhender l'écologie, c'est qu'elle est une écologie anti-humaniste. Ça veut dire que le discours ambiant quand même des Verts partout, c'est d'expliquer que finalement l'homme n'est pas la solution mais le problème. Moi je crois au génie de l'homme, à son génie scientifique, et que je crois que la principale solution elle est d'abord dans la recherche, qui chaque jour fait des progrès, plutôt que dans l'interdiction et la réglementation qui aboutit à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire l'appauvrissement, la dépendance à l'étranger sur les questions énergétiques, un coût complètement démesuré évidemment sur l'énergie. Enfin bref, voilà, vous connaissez ça par cœur. Est-ce que Donald Trump reste un exemple pour vous ? Non mais moi je n'ai pas pour principe de dire, vous ne m'entendrez jamais dire tel ou tel politique est un modèle ou un exemple. En revanche, je peux reconnaître qu'il y a des choses qui nous rassemblent et il y a des choses qui me rassemblent avec Donald Trump. Enfin je veux dire, sur la question migratoire, ça ne vous aura pas échappé, sur la question de la lutte contre le narcotrafic, sur la question sécuritaire, sur la question de l'attachement à la souveraineté. Mais je suis une Française, il est un Américain. Moi, la différence, si vous voulez, avec la plupart des élites européennes, c'est que je ne découvre pas que les États-Unis sont un concurrent, voire un adversaire féroce sur les questions économiques. Vous voyez, moi, je n'ai pas oublié l'affaire de l'amende colossale qui avait été faite à BNP Paribas. J'ai pas oublié l'affaire de l'achat sous pression d'Alstom. J'ai pas oublié l'affaire de l'espionnage massif, y compris des dirigeants européens, qui avait été révélé par Snowden. Voilà, donc, et ça, c'était sous les démocrates, c'était pas sous Donald Trump. Et c'est pour ça que moi, je fais partie d'une famille politique qui a toujours défendu l'indépendance maximale de l'Europe, y compris sur les questions militaires, la souveraineté nationale et la fin de la naïveté commerciale vis-à-vis de l'ensemble des grandes puissances du monde, États-Unis y compris. Là, la différence, si vous voulez, avec les autres, c'est là, d'un coup, parce que c'est Donald Trump et qui déteste tout ce qu'il représente, les élites européennes se réveillent et commencent à penser le sujet de l'indépendance et de la souveraineté. J'ai envie de dire, tant mieux si Donald Trump est une aubaine de ce point de vue-là. Alors, Donald Trump est un modèle, pas pour vous, mais pour Georges Simeone, c'est un modèle, le candidat roumain qui a été battu à la présidentielle, candidat nationaliste, battu par le maire de Bucarest, qui a obtenu près de 54% des voix. Fan de Donald Trump comme vous, battu pourquoi, selon vous ? Déjà, excusez-moi, permettez-moi de saluer quand même un résultat inespéré, parce qu'il y a encore 6 mois de cela, Georges Simeone était à 18%, il finit à 46%, dans un contexte compliqué, où il faut bien dire quand même que très nombreux gouvernants européens, y compris de la Commission, ont quand même pris parti contre lui. Donc c'est vrai que c'était une campagne difficile, dans un contexte aussi assez scandaleux, il faut le rappeler, puisque l'élection roumaine a été annulée, le premier tour de l'élection présidentielle a été annulé, le candidat favori a été empêché, et on a découvert d'ailleurs après coup, je me permets d'en parler parce que peu de médias en ont parlé quand même, que cette élection avait été annulée par la Cour constitutionnelle roumaine au prétexte d'une ingérence russe, algorithmique sur les réseaux sociaux, qui n'a jamais été prouvée. En revanche, ce qui a été prouvé,
c'est quand même extraordinaire. Ce qui a été prouvé, c'est que le parti libéral, là-bas, donc le fameux parti macroniste, en revanche, lui a payé près de 300 000 € pour des manipulations algorithmiques pour faire monter artificiellement, semble-t-il, le fameux candidat Georgescu, en espérant que ça fasse baisser Georges Simeone. Donc la seule, on va dire, manipulation qui a été avérée à ce jour, c'est celle des macronistes roumains. Et c'est ça qui a été aujourd'hui qui a entraîné l'annulation. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, ces deux candidats ont disparu d'ailleurs. Et aujourd'hui, effectivement, c'est le candidat centriste qui l'a emporté. Pourquoi, selon vous ? C'est ce que je vous dis. Parce que les Roumains sont attachés à l'Europe, sont attachés à la défense de l'Ukraine, sont attachés, je ne sais pas, je vous pose la question. Non, mais après, les Roumains ont fait un choix en conscience. Que vous ne contestez pas. Bien sûr que non. Et quand on est démocrate, évidemment, on respecte ce choix. Maintenant, je pense qu'il y a eu aussi, de fait, beaucoup de caricatures et d'outrances qui ont été faites à l'égard de ce candidat. On connaît ça par cœur. Il a comparé la France à l'Iran. Il a été excessif quand même. Il a été présenté comme très anti-européen, alors que c'est pas le cas. Il s'inscrit dans une ligne eurocritique, c'est-à-dire la même que la nôtre, qui n'est pas pour une sortie de l'Union européenne, mais une réforme en profondeur de l'Union européenne au service des nations. Il a même accusé l'armée française d'avoir fomenté je ne sais trop quelle tentative de coup d'État. Il était très remonté en effet contre le gouvernement français, contre l'armée française. Il se trouve que l'ambassadeur français a été très actif dans cette élection. De fait, voilà, il a beaucoup donné son avis, il a beaucoup fait de tournées pour soutenir l'opposant à Georges Simeone. Par ailleurs, vous avez certainement suivi cette affaire, alors qu'il demande à être vérifié, mais enfin, toujours un indicateur intéressant de voir le patron de Telegram qui a signifié qu'il lui avait été demandé de la part de représentants du gouvernement français d'éventuellement bloquer les publicités à l'égard de Georges Simeone. Donc voilà, en tout cas, pas surprenant. C'est à vérifier, mais c'est étonnant qu'il se soit manifesté de cet ordre-là, sachant que Georges Simeone n'a jamais été pro-russe. En revanche, permettez-moi de dire, je complète là-dessus. Au-delà de ce score tout à fait encourageant en Roumanie, il y a eu quand même deux autres élections qui sont à saluer. La première, c'est le premier tour en Pologne, dans lequel le candidat du PiS, qui là encore est notre allié, est à égalité quasiment avec le candidat libéral et en très bonne posture pour pouvoir l'emporter au second tour. Donc ça, c'est une première chose. Et le deuxième score très intéressant, c'est celui au Portugal, l'élection parlementaire, dans lequel Chega, là encore un parti proche évidemment de la ligne que je défends, a aujourd'hui quasiment quadruplé le nombre de députés par rapport à la fois dernière. Donc on voit bien qu'il y a quand même un mouvement qui se lève aujourd'hui partout en Europe, de mouvements qui sont résolument engagés contre la politique migratoire actuelle, pour la défense de la souveraineté nationale et très engagés sur les sujets d'ailleurs régaliens. Et donc c'est très encourageant pour l'avenir. Bien, un mot sur Gaza. Malheureusement, j'ai pas trop de temps. Les gens meurent de faim, c'est pas moi qui le dis, c'est Donald Trump. Est-ce qu'il faut permettre une entrée massive de l'aide humanitaire ? Aujourd'hui. De fait, il semblerait que d'ailleurs le gouvernement... Ça suffit, a dit même le ministre italien des Affaires étrangères. Il semblerait d'ailleurs que le gouvernement israélien, ça y est, soit revenu sur cette affaire de blocage. Maintenant, moi, si vous voulez, ce qui me dérange un peu sur ce sujet, c'est qu'on a le sentiment d'avoir toujours un seul narratif, qui en l'occurrence est celui de l'extrême gauche. Il y a eu de fait un blocus, personne ne le conteste, ça c'est évident. Mais la question est de savoir pourquoi Israël a fait ce blocus, alors que jusqu'ici, il laissait jusqu'en décembre de mémoire passer les aides alimentaires, au risque de voir l'ensemble de la communauté internationale se dresser contre lui, au risque de voir même des présidents comme celui de la France annoncer d'éventuelles sanctions. C'est bien parce qu'il y avait une raison. Et la raison avancée est quand même le fait qu'aujourd'hui, cette aide alimentaire et humanitaire était manifestement détournée par l'organisation islamiste du Hamas et terroriste du Hamas à son bénéfice et pour faire pression sur la population. Et donc, du point de vue israélien, comprenons bien qu'il ne peut pas laisser une organisation qui veut sa destruction et sa mort tirer bénéfice de l'aide internationale. Donc c'est vrai que je suis un peu étonné, plutôt que d'avoir de la course finalement à la condamnation d'Israël, qu'on n'ait pas eu un président qui, par exemple, se soit d'abord affairé de savoir comment on pouvait s'assurer que cette aide alimentaire aille véritablement aux populations. Fort heureusement, vous le savez depuis hier, l'aide alimentaire a été rouverte. Et maintenant, juste je complète là-dessus. Moi, ce qui, on va dire, m'interpelle sur le sujet israélo-palestinien, c'est surtout les incidences qu'il a en France. Parce que je vois à travers ce conflit le prétexte pour toute l'extrême gauche de déverser sa haine, sa détestation de l'Europe et de la France. Je le vois à travers un récent post de Rima Hassan qui fait une comparaison, mais sans queue ni tête, entre la politique du gouvernement israélien et le fait que finalement les Européens et la France ne seraient qu'un ramassis, pardonnez-moi, de salopards, colons, exploitants, abusifs et comment dire, et collabos en tout genre. On voit cela, on voit Jean-Luc Mélenchon dans une dérive absolument ignoble, puisqu'on l'a vu encore récemment s'afficher aux côtés d'un youtubeur, un influenceur américain d'extrême gauche,
qui s'appelle Hassan Piker, qui explique que ça n'a aucune importance si des viols ont été commis le 7 octobre, parce que selon lui, ça ne change rien à la dynamique. Donc en fait, ce qui est très inquiétant, c'est de voir cette manifestation de dimanche dernier, où on a vu des drapeaux palestiniens une fois de plus partout, et on a vu la France insoumise, soi-disant défiler contre l'islamophobie, mais en réalité défiler aux côtés d'islamistes, comme l'imam radical des Bleuets, notamment, comme ce fameux fichier Thomas Sibi. Donc si vous voulez, moi ce qui m'inquiète, c'est les conséquences de ce conflit, l'exploitation et l'instrumentalisation de ce conflit sur la France pour souffler sur les braises de la division. Et en cela, évidemment, c'est extrêmement inquiétant. Alors, deux choses pour terminer. Le gouvernement français doit-il interdire les mariages entre Français et étrangers en situation irrégulière? Il y a une proposition de loi qui vient du Sénat et qui pose la question. Non mais c'est évident qu'une personne qui est rentrée illégalement et se maintient illégalement sur le sol français ne devrait pas avoir le droit de bénéficier d'autres droits, notamment celui du mariage. Je veux dire, à un moment donné, voyons la situation dans laquelle on met ces mères. On est en train finalement de dire, vous avez violé la loi française, mais ça n'a pas d'importance. On peut faire comme si de rien n'était et donc pouvoir vous faire bénéficier finalement de la reconnaissance des autres lois de la République. Donc moi je soutiens totalement évidemment cette loi et je considère que c'est un scandale aujourd'hui que ce soit des gens comme Robert Ménard et d'autres d'ailleurs qui soient traînés devant la justice plutôt que ces personnes-là qui soient expulsées pour la violation de la loi française. Deux dernières choses, la fin de vie, projet de loi sur la fin de vie. Bon, nous n'avons pas encore le vote final, mais l'aide à mourir a été votée. Un droit est créé. Non, moi je ne le vois pas du tout de cette manière-là. Ce n'est pas un droit pour vous. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a à peu près un Français sur deux qui n'a pas accès aux soins palliatifs, c'est-à-dire à des services qui soulagent la douleur dans les moments évidemment de fin de vie. Il y a aussi un texte qui prévoit l'extension du soin palliatif. Il a été voté aussi. Qui ne répond pas à cette problématique véritablement. On a 25 départements aujourd'hui qui sont démunis soins palliatifs. On a 500 Français qui chaque jour en sont démunis. Donc quel est le choix, si vous voulez, quand vous avez un Français sur deux qui précisément se retrouve dans la situation où il a d'un côté la souffrance non soulagé, parce que pas les services hospitaliers évidemment adéquats en face, ou l'euthanasie. Voilà, c'est pas un choix. C'est une incitation. Par ailleurs, je dois vous dire que tout dans ce texte est scandaleux. Ça veut dire que vous avez, au moment où vous prenez la décision de mourir et d'être euthanasié, seulement 48 heures de délai. Et je veux dire, c'est moins que le délai de rétractation quand vous devez rendre un objet que vous venez d'acheter. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc c'est vrai que on a dans ce texte une espèce de fuite en avant qui est très inquiétante, qui est un texte déjà très permissif et qui va déjà plus loin que la plupart des pays qui ont légalisé l'euthanasie. Toujours d'ailleurs au départ en expliquant que ce texte serait réduit à des personnes en fin de vie et à des cas très restreints. Et où in fine, on a vu inexorablement l'euthanasie ouverte aux mineurs, aux handicapés, aux malades psychiatriques, aux autistes. Voilà. Et je vous dis, quelle est cette société aujourd'hui qui, plutôt de s'engager massivement dans une réponse adéquate, dans le suivi évidemment de la maladie et du handicap et le soulagement de la douleur, propose l'euthanasie? Je trouve que c'est vraiment un basculement anthropologique extrêmement triste. Marion Maréchal, dernière question. Pétition, plus d'1 million d'Européens veulent interdire les thérapies de conversion contre les LGBT+, vous aussi? Non mais tout dépend de ce qu'on met derrière thérapie de conversion. Mais évidemment, thérapie de conversion en présentant aujourd'hui l'homosexualité comme une maladie que l'on devrait soigner, si tant est que c'est cela dont on parle. Évidemment ces que thérapies prétendent modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Évidemment que ça n'a rien à faire sur le sol français et sur le sol européen. Donc de ce c'est déjà interdit en France. Il n'y a pas d'ambiguïté. Bon. Bien, merci beaucoup Marion Maréchal d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Merci à vous. Il est